Et je vois un geste de la part de Charles sur Andrea, mais c'est pas un geste classique que tout le monde fait. C'était un geste que Jules faisait. Pour moi, il y avait Jules là, en fait. Je me suis dit, mince, il est encore là, quoi. Pour moi, il était peut-être un peu meilleur. Et donc, pour moi, ça, c'est un gâchis parce qu'aujourd'hui... Ce serait un pilote de la trempe d'Hamilton, d'un Verstappen. Complètement, ouais. Ayrton faisait un peu son show et invitait au fur et à mesure tous les pilotes de F1 pour aller faire un tour de ski nautique. Mon père fait 2 virages. Et en 2 virages, Ayrton s'est retourné. Il s'est plus jamais retourné vers mon père, il a fait la gueule tout le long du week-end. J'ai eu une R8 de fonction et il y a une année où j'avais une R8 et un SQ5. J'avais 23 ans, ouais. Donc ça devient un peu le bordel dans ta tête. Bon les amis, cette vidéo que vous allez voir est exceptionnelle et forcément, qui dit exceptionnel dit nous a coûté un peu de sous. Donc on voulait remercier notre sponsor de cette vidéo, donc c'est Carly. Carly, c'est quoi? C'est un outil de diagnostic OBD qui se branche juste là. Et tac, vous avez juste à le brancher. Vous savez à quel point je suis passionné automobile, mais pour autant, je suis pas un bon mécanicien et je m'y connais pas du tout en électronique. Donc Carly, je trouve ça super cool dans le sens où une fois que vous avez branché votre boîtier sur la prise OBD, vous avez votre petite application et vous pouvez lancer directement un diagnostic de la voiture et savoir dans quel état elle est et si effectivement il y a des travaux à faire, ce qu'il y a à faire. Comme ça, quand vous allez voir votre garagiste, vous avez un peu d'informations en amont et c'est pas plus mal. Donc là, vous voyez les amis, j'ai connecté mon téléphone donc au boîtier en 2 secondes. On va vérifier donc l'état de la voiture, sachant que pour la petite histoire, c'est une voiture qu'on a dû louer pour la vidéo. Donc j'espère qu'elle est en bon état, parce que sinon la vidéo va nous coûter encore plus cher. Hop, on est parti, on va vérifier ses problèmes. Donc ça y est, le système fonctionne, il se lance et il va tout vérifier. Mauvaise nouvelle, le diagnostic vient de se terminer, il y a 34 problèmes qui ont été trouvés. Donc l'état de santé du véhicule est mauvais alors que c'est un véhicule tout récent. Donc là vous avez plein de messages d'erreurs, sachant encore une fois que ces messages d'erreurs, certains pourront être effacés. Mais en revanche, tout ce qui va être mécanique, ça va pas se substituer à la réparation d'un garagiste. C'est vraiment important de le dire. Donc au niveau des problèmes qui ont été détectés sur la voiture, c'est du plus grave au moins grave. Le premier étant un problème sur le système d'accès au véhicule. Ils disent que le lève-vitre côté arrière du conducteur, il y a un problème de commutateur. Et le reste, après des problèmes qui ont été trouvés, ce sont des problèmes mineurs. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, avec Carly, avec un bouton, on va pouvoir solutionner beaucoup de problèmes. Donc, résoudre les problèmes. Bon, ça y est, le diagnostic de la voiture est fait, mais sachez aussi que Carly peut vous permettre de vérifier le kilométrage réel de votre voiture. Mais Carly, c'est surtout des petites options un peu fun, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, les amis, on a un X3 de près de 300 chevaux pour l'occasion, donc c'est déjà super cool. Ça marche, c'est très beau. Mais ce qui est encore plus cool, c'est quand on y ajoute un petit soupçon d'Alpina. Et c'est ce qu'on va faire directement en codant. Tac. Voilà, on a notre X3 Alpina. Avouez que c'est quand même 10 fois plus classe, quoi. Salut Adrien. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On est chez toi après quelques tentatives, on va dire. Ouais. Ça a été un petit peu pas galère parce qu'en fait il y a eu plein d'événements qui sont enchaînés. Forcément il y a eu un événement qui a été assez important récemment. Je pense qu'on peut dédier d'ailleurs cet épisode à ton père. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que là je pense que j'ai donné pas mal d'indices sur qui tu étais, mais c'est aussi, tu sais, un épisode qui est en audio. Donc les gens n'auront pas ton visage. Donc est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Alors Adrien Tambay, un nom de famille qui sera forcément familier pour les fans de sport automobile, fils de Patrick. Je suis français, ça s'entend. Je suis pilote professionnel depuis mes années DTM qui ont démarré en 2012 et champion du monde ETCR en 2022 avec Cupra et pilote officiel Cupra. Donc t'as grandi dans un univers automobile. Pour autant, je crois que tes demi-sœurs et demi-frères ne sont pas forcément intéressés par ça. T'es né donc t'es la génération 90. Comment tu grandis dans un univers aussi sport auto où l'extraordinaire devient ordinaire? Alors, je crois que pour moi, ça a été assez spécial parce que j'ai un papa du coup qui a fait 10 ans de Formule 1, une grande carrière en sport automobile, mais j'ai jamais eu la chance vraiment de connaître ça puisque je suis né bien après qu'il ait arrêté sa carrière en F1. Alors j'ai connu le Trophée Andros, j'ai connu quelque part le Dakar quand j'étais tout petit, toutes les courses qu'il a fait après, mais le fait de pas avoir directement pu suivre mon père en Formule 1, je pense que ça a révélé chez moi
de la volonté, même du rêve de vouloir en faire mon métier. C'est devenu une passion assez rapidement, et à travers ce qu'on m'a raconté, ce que mon père me racontait, mais surtout ce que les gens me racontaient de mon papa, ça m'a toujours motivé. C'est peut-être ça d'ailleurs la différence avec mon demi-frère et ma demi-sœur qui eux, un peu plus âgés, avaient vécu ça, donc ils ont peut-être pas eu cette volonté-là. Moi, ça m'a toujours fait rêver depuis tout petit, et même si j'ai caché cette envie jusqu'à assez tard, parce que c'était très important pour mes parents que je travaille bien à l'école, dès que j'ai pu leur dire que je voulais faire de ma passion mon métier, je me suis pas caché de leur dire. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs justement? Donc tu disais c'était des souvenirs plus par procuration, puisque c'était une époque qui était révolue, plus Trophée Andros. Mais j'imagine que au coin du feu, si c'est un peu cliché, on peut le dire comme ça, ton père a dû te raconter des histoires. C'était quoi un peu ces souvenirs qui t'ont marqué? Alors j'ai des souvenirs pour le coup du Trophée Andros, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris beaucoup de plaisir à moi-même en faire partie du trophée et prendre part, parce que justement c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je me souviens d'avoir été sur les épaules de ma mère tout petit à reconnaître les bruits des moteurs qui arrivaient. Pour le coup, j'étais assez fort, peut-être plus fort à cette époque-là qu'aujourd'hui pour reconnaître des bruits de moteurs. Et ça, c'était les vrais souvenirs de sport auto pour moi. Après, tous les souvenirs de mon papa. Enfin, mon père était quelqu'un d'assez discret, qui se mettait pas trop en avant, connu pour ça. Mais par contre, j'étais souvent là avec lui pendant qu'on lui posait des questions. Donc forcément, toutes ces anecdotes. Alors après, il y en a tellement que c'est toujours difficile d'en sortir. Mais moi, celles qui m'ont toujours très touché, qui m'ont fait rêver, c'était les anecdotes liées à Ferrari et à ces années avec Enzo, Il Commendatore. Et c'est quand même des choses que un être humain vit rarement, et le fait d'avoir vécu ça par procuration et d'avoir un papa qui l'a vécu, ça me rend forcément fier de porter ce patronyme. C'est quoi un peu les anecdotes qui t'ont marqué justement par rapport à Ferrari? Alors j'ai une anecdote qui m'a raconté, mais là j'étais déjà né, j'y étais pas, mais c'est quand Michael Schumacher a testé la voiture de papa avec laquelle il avait gagné en 83 à Imola. Tout simplement parce que, alors je crois que c'était en 99, je veux pas me tromper, mais entre cette période-là et la période où Michael Schumacher était du coup avec Ferrari, il n'y avait pas eu de victoire Ferrari à San Marin. Donc mon père était le dernier vainqueur avec Ferrari. C'était quand même quelque chose d'assez gros. Le fait que Ferrari n'arrive pas à regagner à cet endroit-là, cet endroit mythique. Et en fait, ils avaient organisé à Fiorano un test de la voiture de mon père par Michael. Et là, à ce moment-là, j'ai un peu des frissons d'en parler, parce que donc mon père était très proche de Gilles Villeneuve, c'était son meilleur ami quand il l'avait remplacé chez Ferrari quand il s'est tué, et à ce moment-là il y a eu quelque chose d'assez mystique qui s'est passé à Fiorano. Il y avait du vent, des feuilles qui tournaient, des mini tornades. Je vais pas aller dans le détail, mais il y a des trucs qui se sont passés là-bas qui étaient assez incroyables. Et puis plein d'autres anecdotes. Mon père qui aurait senti un coup sur le casque à un moment donné d'une course laquelle il était en tête. Alors je crois que c'est Hockenheim, et pour lui c'est Gilles qui lui disait en gros vas-y, concentre-toi, surtout ne lâche pas, parce que c'était la fin de la course et mon père commençait à penser à la peur de gagner peut-être, et voilà, c'est des choses qui sont assez incroyables, et quand on connaît sa relation de l'époque avec Gilles Villeneuve, ça fout les frissons, quoi. Tu m'as raconté aussi une autre anecdote qui est plus, on va dire, en dehors de l'auto. Donc forcément ton père a roulé à l'époque aussi de Senna. Et tu m'as raconté une anecdote par rapport au ski nautique. Ouais. Qui m'avait fait beaucoup rire, je dois te l'avouer. Ouais. Alors ça, c'est une anecdote que c'est ma mère qui me l'a racontée. Mes parents, en fait, se sont jamais mariés, et se sont séparés quand j'étais assez jeune, mais ils sont toujours restés très proches, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'était une époque où, alors je crois que c'était le Grand Prix du Brésil. En avance du Grand Prix, Ayrton faisait un peu son show, et invitait au fur et à mesure tous les pilotes de F1 pour aller faire un tour de ski nautique, qui était un sport que lui pratiquait beaucoup chez lui avec son bateau et tout ça.
Et mon Donc l'idée c'était un peu d'humilier tous les pilotes. L'idée c'était de prendre un ascendant psychologique avant le week-end sur pas mal de ses concurrents, et puis on vient au tour de mon père, et il va voir mon père et puis il lui dit Patrick, est-ce que tu sais faire du ski nautique? Et mon père, avec toujours sa discrétion et puis son alors je sais pas comment on dit, mais voilà, il a une certaine il est un peu pince sans rire. Il lui dit ouais, j'en ai fait 2 ou 3 fois, avec plaisir je viens. Sauf que mon père était champion de la Méditerranée de ski nautique, était moniteur de ski nautique, et voilà, et un peu parfois une modestie mal placée, il y va. Et là se passe une scène assez incroyable. En fait, Ayrton commence à faire ses virages, à faire son slalom. Il fait sa démonstration, il arrête, il monte dans le bateau et il dit vas-y Patrick, c'est à toi. Ok, mon père toujours dans le rôle du mec qui sait pas faire, commence son show à son tour. Les deux, donc ma mère qui était dans le bateau, Ayrton, tourné vers mon père. Mon père fait 2 virages, et en 2 virages Ayrton s'est retourné. Il s'est plus jamais retourné vers mon père. Il a fait la gueule tout le long du week-end à mon père. Donc voilà, c'était assez marrant. Est-ce qu'il s'attendait à avoir un spectacle triste, et finalement il a été assez humilié de ce point de vue-là sur le ski nautique. Mon père était meilleur qu'Ayrton Senna, voilà. Incroyable, incroyable. Et toi, donc, il y a un peu ce constat tu vis ce rêve de devenir pilote professionnel. Ton père, j'imagine, essaie de t'en dissuader parce qu'il connaît très bien le milieu. À quel moment tu te dis ok, tu enclenches vraiment dans l'action, et ton père commence peut-être à te soutenir? Alors c'est difficile de vraiment trouver un moment, parce que ça se fait quand même au fur et à mesure quand on grandit, quand on est un enfant. Parce que c'est pour le coup quand j'étais un enfant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon père et ma mère sont des gens. Ma mère est très exigeante, mon père aussi, et ils connaissent la difficulté. Ils connaissaient surtout mon papa la difficulté de ce sport. Et donc pour lui c'était primordial que je travaille bien à l'école. Peu importe si lui à son époque travaillait pas bien, il fallait que moi je sois le premier de la classe, et donc du coup je me suis quelque part caché de leur dire jusqu'à que je commence la monoplace, en fait, jusqu'à que ça commence à être vraiment sérieux, même si les championnats du monde de karts et tout ça c'était déjà très très sérieux à l'époque. À ce moment-là je le gardais pour moi, mais je pense qu'au moment où j'ai commencé la compétition, en fait, les championnats de France, quand j'étais champion de France minime à 10 ans, je pense que déjà là, je savais que je voulais faire ce métier-là, quoi. Quel gamin de cet âge-là, qui est plutôt doué dans son truc, ne rêve pas d'en faire son métier un jour. Sans même parler de Formule 1, même si c'était un rêve, le rêve numéro 1, c'est de pas avoir l'impression d'aller travailler, quoi. Et c'est de prendre du plaisir à chaque fois qu'on fait des tours. Et moi, je suis un vrai passionné de compétition. Donc, pour moi, c'était gagné à partir du moment où j'ai signé mon premier contrat pro avec Audi. Donc, au début, quand tu commences par le karting, le deal, c'est tu travailles bien à l'école, t'as le droit de faire du karting, quoi. Exactement. C'est très simple, en fait. Quand je ramène des 15, c'est pourquoi t'as pas eu 20. J'ai eu la chance d'avoir des facultés à l'école et d'être dans voilà, mais il fallait toujours que je bosse, parce que sinon on me loupait pas. Mais quelque part j'en remercie à 100% mes parents, parce que ça t'amène déjà, ça te fait ton bagage de base scolaire, et puis ça te donne les armes dans la vie sportive et professionnelle, parce que c'est quand même un milieu impitoyable, et si t'as pas la tête bien faite, tu pars avec un désavantage, et puis surtout tu vas vivre dans ta carrière des hauts et des bas. Mais je pense que toute cette éducation du début et cette exigence là, elle te permet de tenir et de garder une ligne droite tout au long de ta carrière, quoi. Tu l'évoquais tout à l'heure, je crois que tu finis donc 3e des championnats du monde de karting en 2006, c'est ça? Des World Series of Karting, ouais. Donc t'as 15 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que tout s'enclenche et que tu te fais repérer? Ouais, en fait, c'est pendant une course de championnat d'Italie à Sarno, vers Naples, un très beau circuit d'ailleurs, où on était en ICA à l'époque, ça s'appelait l'ICA, je sais pas, 80 ou 90 pilotes, et à ce moment-là BMW faisait une sélection de 2 jeunes pour les amener à Valence pour une autre sélection pour faire la Formule BMW l'année suivante, et avoir une bourse. Et de là, j'ai été sélectionné de cette course-là avec Marco Wittmann. On a été les deux envoyés à Valence, et tous les deux, on a remporté le scholarship, en fait, pour faire
la formule BMW l'année suivante, qui à l'époque était une belle catégorie d'accession à la monoplace. C'est de là que sortaient Vettel, Hülkenberg, tous ces gars-là. Et à l'époque, BMW était en F1. Donc ça faisait sens, c'était cohérent pour moi d'aller là. J'avais pas du tout prévu de faire la monoplace à cette époque-là, surtout qu'on manquait de budget. Mais c'était l'occasion de se lancer. C'est de là que c'est parti. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'idée de dire je quitte un peu la France pour sortir de l'emprise du nom Tambay, parce que c'est aussi une pression. Alors là, ça faisait aussi partie du personnage de mon papa, qui était toujours discret et qui voulait toujours à la fois me protéger, mais aussi me montrer la difficulté. Donc, je suis parti très tôt en Italie en kart pour pas rester dans le microcosme français, pour pas que quand j'étais jeune, en fait, mon nom me fasse du mal entre guillemets, que je puisse moi m'épanouir en tant qu'Adrien dans un pays en plus en Italie où le patronyme était vraiment respecté. Une petite différence entre la France et l'Italie de ce point de vue-là, c'est là-bas quand vous appelez Tambay que voilà, il a gagné 2 grands prix avec Ferrari, vous êtes protégé quoi. Il y a pas de jalousie, c'est l'inverse. Et donc du coup j'ai pu m'épanouir en Italie beaucoup avec Dino Chiesa à l'époque, qui s'était occupé d'Hamilton et de Rosberg, grand monsieur d'ailleurs. Et puis ensuite, pareil, il a voulu suivre ce schéma-là et me dire voilà, pourquoi pas partir en Allemagne, la rigueur, le truc qui va bien, BMW, les grands constructeurs. À l'époque, on n'avait pas de pilote, c'était pas encore le retour des pilotes de F1 français en F1, donc c'était un peu dur. Et il m'a dit faut prendre une voie différente. La FFSA, elle aide pas forcément comme il faudrait, donc prenons cette route-là, à tort ou à raison, mais au final ça m'a permis de connaître tous les circuits en Allemagne, ça m'a permis à un moment donné d'avoir une crédibilité pour accéder à mon siège en DTM quelques années après, donc c'était un bon choix. C'est à ce moment-là aussi que tu es en équipe de France circuit, avec tu fais partie d'une génération dorée, parce qu'il y a plein de noms connus. Ouais. Je pense à Grosjean, je pense à Jean-Éric Vergne, à Jules Bianchi, qui était ton pote. Des frissons à nouveau là. Ouais. Bah oui, forcément. Ouais. Forcément, justement, par rapport à Jules, c'est quoi un peu ses souvenirs? C'est à cette période-là que naît votre relation d'amitié, ou ça fait plus longtemps? Alors on était avec Jules, il avait 1 an et demi de plus que moi, mais on était en kart toujours, on se chevauchait dans les catégories, mais on a toujours partagé quand même une année à chaque fois. On était concurrents sur la piste. Toujours beaucoup de respect entre nous. Jules déjà était quelqu'un qui respectait les autres. C'est important de le dire, et donc forcément nous sur la piste, en dehors, on a beaucoup de respect, et on a commencé à vraiment lier fortement d'amitié. Bon, les années équipe de France de kart, oui, mais surtout quand on est devenu coéquipier en Formule 3 chez ART à l'époque, où là on était ensemble tous les week-ends. Lui il jouait le championnat qu'il a gagné, moi j'étais rookie la première année, mais voilà, c'est à ce moment-là vraiment qu'on a partagé, et on a passé le step. Après moi je suis descendu dans le sud de la France où il était beaucoup aussi, j'étais à une demi-heure de Brignoles, donc là on partageait notre temps vraiment en dehors aussi des circuits, et c'est là qu'est liée une vraie amitié avec un état d'esprit complètement similaire entre nous, le vrai compétiteur qui lâche rien, qui est capable de s'amuser, mais qui le lendemain surcompense, culpabilise et refait encore plus d'efforts pour arriver à ses objectifs. Voilà, pour moi c'était Jules. C'est toujours difficile quand t'es pilote, enfin c'est rare de dire voilà, lui il est plus fort que moi. Quand j'en ai croisé plein, un Romain Grosjean, tout ça, mais un Romain je l'ai battu sur la piste. Aujourd'hui je vais pas dire que Romain est meilleur que moi. Par contre Jules à l'époque, il avait le package global qui faisait que je l'aurais pas avoué, mais pour moi il était peut-être un peu meilleur, et donc pour moi c'est un gâchis, parce qu'aujourd'hui pour moi il serait si pas champion du monde, il y serait presque quoi. Ce serait un pilote de la trempe d'Hamilton, d'un Verstappen. Complètement, ouais. Donc ce serait un peu le pilote sur lequel tu aurais un doute sur le fait est-ce que je peux le battre quoi. Ouais, comme un Bottas face à un Hamilton quoi. Je mets un peu ce ratio, tu vois. C'est sûr que tu peux. J'ai déjà battu Jules et je l'aurais battu à quelques reprises, mais sur la globalité d'un championnat, de manière, comme je dis, de manière générale, pour moi, c'était le pilote qui me faisait peur. Voilà, Bottas, j'avais pas peur, était aussi coéquipier en F3 à l'époque, c'est un pote. En fait, j'ai jamais eu peur de personne, et j'ai pas eu peur de Jules. En plus, c'était mon pote, mais
Mais quelque part, je dis, en fait, c'était vraiment quelque part un exemple, tu vois. Il me permettait moi de monter mon niveau, que ça soit c'est souvent en dehors de la piste, quand on jouait au squash, quand on jouait, enfin voilà, vraiment la compétition à bloc, l'état d'esprit et tout ça. Pour moi, c'était un exemple, et on se tirait en fait vers le haut, vers le bas parfois dans les bêtises, mais plus souvent vers le haut. Ouais. C'était un peu ton curseur. Mais j'imagine qu'en plus vous deviez avoir des potes en commun et vous deviez être un peu les têtes de gondole de vos potes, quoi. Bah c'est un peu ça, parce qu'on était les deux qui avaient eu la réussite aussi de devenir professionnel à ce moment-là. Lui avait signé donc chez Marussia à l'époque, et moi j'étais en DTM, donc on avait tous les deux des carrières qui étaient parties et qui tournaient bien, et on était tous les deux voilà, le symbole dans le groupe des mecs qui avaient commencé à réussir, et donc de là en plus, à ce moment-là, je veux dire, notre relation, elle a pris encore un step différent, parce qu'il y avait plus de compétition directe. Moi, je faisais une catégorie, lui, il faisait une autre. On était tous les deux contents l'un pour l'autre, malgré le caractère égoïste de ce sport. Donc c'était vraiment une belle relation. On a même, à un moment donné, pensé à emménager ensemble en Suisse. Donc voilà, c'était juste avant son accident. Ouais, c'est une grande perte pour tout le monde, mais aussi pour le sport auto en général. Ouais. Justement, en parlant d'accidents en Formule 3, alors maintenant je pense qu'on peut d'une certaine manière en rigoler des événements, mais t'as eu un accident toi aussi qui n'a rien à voir avec le sport auto, sur une partie de foot, je crois. Avec Jules. Ouais, avec Jules, qui t'a éloigné de la compétition pendant un moment. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors c'était à Spa, entre deux courses, on avait prévu, on venait de faire les Masters de F3 avec Jules, avec ART, et on allait ensuite faire une manche du British F3 à Spa. On est arrivés tous les deux en voiture, on a fait le trajet entre Zandvoort et Spa, je me souviens très bien, comme si c'était hier. On arrive, et puis la seule équipe qui était arrivée, c'était ART. La tente était montée, et nos potes, les mécanos, étaient en train de jouer au foot. On se gare, nous, le premier truc qu'on fait, c'est on se gare, on met les shorts, on va jouer. Et en fait, première balle, on n'a pas eu le temps de jouer. Esprit de compétition. Premier ballon qui part loin du terrain, le parking, le paddock. Ouais, bien sûr. Donc bleu bitume. Street football, quoi. Voilà, exactement. Un peu idiot. Le ballon qui part loin, les deux qui sprintent à froid, voilà. Sprint vers la balle, je dépasse Jules au dernier moment, voilà, on se touche. Je perds l'équilibre, je tombe en arrière, fracture du crâne, fracture du rocher, tout qui va bien, quoi. C'est vraiment la chute pas de bol, parce que c'est des chutes assez banales en soi, mais tu tombes mal, quoi. Mais ouais, tu tombes mal, et c'est là que tu prends conscience quand même que le crâne, le cerveau, les gens qui font du vélo, du ski sans casque, en fait faut pas avoir compris, quoi, parce que ça arrive très vite, et c'est la partie la plus importante de notre corps, donc faut la protéger. Et puis ensuite voilà, c'était hélico, CHU de Liège, même semaine où d'ailleurs on a perdu le fils sur Tis, et où Massa a eu son accident avec le ressort, donc à chaque fois lié, enfin c'est bizarre, hein, c'est la loi des séries, mais moi je me souviens être à l'hôpital et regarder l'accident de Felipe Massa qui se prend ça dans la tête, et puis le fils sur Tis qui décède parce que le pneu arrive sur le, voilà, donc c'est assez bizarre, cette loi des séries, mais voilà, moi ça m'a écarté 3 mois de la compétition, c'était ma première année de F3, donc ça m'a forcément mis un peu un petit coup d'arrêt, mais voilà, après ça a créé mon destin, et c'était mon destin, et après j'ai signé en DTM, et voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas eu ça? Ça aurait peut-être été différent, parce que forcément j'ai perdu à un moment donné la confiance de mes managers qui me soutenaient à l'époque, perdu un peu le momentum, mais bon, peut-être que je me serais entêté dans la voie de la monoplace et que j'aurais jamais réussi à signer en tant que professionnel en DTM, donc faut pas refaire le passé, et je suis très content de la façon dont ça s'est déroulé après, quoi. Et justement, en parlant de phénomènes un peu étranges, la loi des séries, c'est au même titre d'une autre chose dont tu m'as parlé tout à l'heure, savoir justement que t'avais l'impression que, enfin en tout cas il y a eu le sentiment que Gilles touchait le casque de ton père. Tu me disais que par rapport à Charles Leclerc, quand il a signé chez Alfa Romeo, t'as eu le sentiment de voir Jules après sa disparition. Ouais, alors là c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte assez. Je raconte pas normalement au grand public, mais c'est tellement énorme ce que j'ai vécu ce jour-là. Je l'ai jamais dit à Charles d'ailleurs. Au Castellet, je me retrouve dans le paddock de F1, je sais plus quelle année, l'année où il était chez Alpha, et
en fait, il est avec Andrea Ferrari, le physio de Jules de l'époque, que je connais très bien parce qu'il le suivait déjà en F3. Et du coup, je suis là, ils s'assoient tous les deux à une table dans l'hospitalité Alfa Romeo. Et je vois un geste de la part de Charles sur Andrea, qui est un geste pas classique. Alors je peux pas dire exactement, je peux pas le mimer, mais c'est pas un geste classique que tout le monde fait. C'était un geste que Jules faisait. Alors je sais pas si c'est du mimétisme de Charles qui a vu Jules le faire et voilà, mais honnêtement j'ai été obligé de prendre un écart parce que pour moi il y avait Jules là en fait et j'étais sur le cul et j'avais des frissons parce que je me suis dit mince, il est encore là quoi. Il est avec nous et quelque part parce que Charles connaît très très bien Jules, forcément il a grandi avec Lorenzo, un meilleur pote de Jules, son grand frère, donc mais il était quand même jeune pour pouvoir copier ces gestes là et c'était vraiment un geste d'amitié, d'affection avec Andrea Ferrari que Jules faisait exactement le même geste. Donc voilà, c'est comme tu le disais, le parallèle avec la tape sur le casque à l'époque de Gilles et de mon père. Enfin, c'est un peu pareil, mais voilà, je suis pas du tout mystique. Je crois pas trop dans les esprits et tout ça, mais là, en l'occurrence, ouais, j'étais un peu sur le cul. J'y crois pas non plus, mais tu m'avais dit une autre chose et du coup j'ai vérifié. Et effectivement, c'est assez troublant. C'est que Charles a commencé à vraiment surperformer après la disparition de Jules. Ouais, et c'est assez fou. En plus, il a eu la disparition de son papa quelques temps après, et toutes ces épreuves en fait l'ont transcendé quelque part. Et moi je me souviens des années en DTM où Charles était en F3, où c'était un peu compliqué pour lui. Enfin, il était vite, hein, attention, mais il était sur une voilà, il y avait du boulot. Et c'est vrai que quand Jules est parti, Charles a été encore meilleur et il a fait des steps. Alors, est-ce que ça lui a donné une motivation surhumaine, sûrement aussi? Est-ce que c'est venu le transcender? Mais c'est vrai, après tirer des conclusions de ça, faut pas le faire, mais c'est vrai que c'est un lien de cause à effet un peu bizarre. Tout à l'heure on parlait du trophée Andros et je crois que tu l'as encore d'ailleurs ce titre, c'est que donc tu as gagné le trophée Andros et t'es, je crois, encore le plus jeune à l'avoir gagné. Alors j'étais le plus jeune vainqueur d'une course du trophée Andros. Devant la Prost. Devant la Prost, ouais. Quand j'avais 19 ans, à Lens-en-Vercors. C'était pour moi... parce que en fait le trophée Andros c'est quand même quelque chose, un exercice complètement différent de ce qu'on est habitué à faire, qui requiert quand même des facultés de glisse et tout ça, et à cette époque-là d'aller rouler contre Alain Prost c'était quand même quelque chose de fou, et gagner devant lui, devant Bertrand Ballas qui m'avait aidé pour faire cette course-là, c'était assez cool, et puis maintenant en plus Alain on s'entend super bien et tout, donc c'est des vrais bons souvenirs de gamin quoi. Et pour revenir un peu à ton parcours, donc t'es chez BMW. Comment se fait la transition entre BMW et ta signature auprès du docteur Ulrich chez Audi? Alors entre ce moment de Formule BM où je fais 2 ans, où je gagne le championnat rookie, où je fais 3e du championnat d'Europe l'année suivante, il se passe quand même la Formule 3, il se passe quand même quelques années. Donc il se passe surtout que BMW arrête la Formule 1. Donc tout le cursus rêvé d'accession à éventuellement un baquet chez eux en Formule 1 s'arrête là. Donc il faut revoir la voie, il faut faire avec ce qu'on a. Et à ce moment-là arrivent quand même des années un peu compliquées, donc du coup avec la F3, l'accident, et ensuite du manque de budget. Plus trop de budget, je suis performant quand même dans toutes les catégories où j'arrive à avoir des volants. Un coup en GP3, je fais 2 courses, j'en gagne une des 2. Après en F3000 en AutoGP, où je me bats contre des mecs qui sont en F1 ou qui ont été en F1, ou des mecs qui se battent pour le championnat de GP2 à l'époque. Je gagne des courses, je fais pas les saisons complètes, voilà. Donc un peu de bricolage à ce moment-là. Je vais même faire un Monte-Carlo et un rallye du Var en rallye. Vraiment le souci du budget à ce moment-là, et arrive un moment où on se dit soit ça devient un métier, et on trouve parce que en fait on n'arrivait pas à accéder même à la F2 ou au GP2 de l'époque, en termes de budget on n'avait pas ce qu'il fallait, donc on pouvait pas me donner les armes de montrer que j'avais ma place en F1 à ce moment-là. Est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là que avec l'arrivée chez BM tu deviens professionnel et finalement qu'on est en train de te retirer
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, à l'arrivée de chez BM, je suis bénéficiaire d'un scholarship, je rentre dans un junior team, mais j'ai juste une bourse, et il faut trouver un complément de budget. Donc à cette époque-là, t'es pas professionnel encore, tu vois, voilà, tu payes pour rouler, t'amènes des budgets dans des écuries privées, et donc du coup, non, le rêve, il est encore loin. Le rêve, c'est la F1 ou devenir professionnel, et c'est sur cette dernière année, en fait, où je dis à mon père, qui lui, plus rêveur que moi, disait ouais mais on va y arriver, on va trouver les ronds et tout ça, on continue et tout. Je lui dis papa, il nous faut, à l'époque c'était 1,2 million, on n'avait pas trouvé 50, on va pas y arriver. Donc le rapport c'est un peu inversé, c'est-à-dire qu'au début c'était toi le rêveur et ton père te raisonnait, et à ce moment-là c'est un peu lui qui te pousse de base. Quand t'es petit tu rêves. Après moi j'ai toujours été un peu, je pense, encore plus terre à terre que mon père, et c'est lui aussi qui m'a construit comme ça, je pense, directement. Donc moins directement, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que à l'aube de la saison 2012, en 2011, je lui dis papa, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver une solution pour que ça devienne un métier, parce que sinon il faut que j'aille faire des études, quoi. J'ai pas une boîte à reprendre, pas la boîte de mon père à reprendre, je vais être dans la difficulté, quoi, si ça marche pas. Et donc on regarde tout ce qui est possible de faire. Il y a pas 36 000 catégories où tu peux devenir professionnel, même si à cette époque-là, j'étais jeune, j'avais une vraie carrière de monoplace et des résultats dans toutes les catégories, et j'étais intéressant pour un constructeur. Il y avait très peu de place partout, et le DTM faisait office de quand même gros réservoir, seule catégorie où tous les pilotes étaient payés, 3 constructeurs allemands solides, et donc on fait à ce moment-là une réunion à Hockenheim avec le docteur Ulrich et avec Jens Marquardt chez BMW, parce qu'il y avait 2 possibilités. Et s'engage le process, même si à ce moment-là il n'y avait pas de place, s'engage le process qui plus tard me donnera un volant assez tard dans le début de la saison 2012 en fait. Et donc là on peut dire que tu deviens vraiment professionnel. Ouais, mais c'est à ce moment-là, quand tu signes un contrat avec un constructeur qui te paye pour rouler, voilà, c'est un feeling assez génial, parce que pendant des années en fait t'as passé tout ton temps en plus de faire ton sport, à être stressé de pas pouvoir rouler l'année d'après, les sacrifices. Je passe les détails, mais oui, c'est pas facile quand t'as pas de l'argent de famille. Alors j'ai un nom, mais on n'a pas de l'argent pour pouvoir. Malheureusement, on n'avait pas de l'argent pour pouvoir aller jusqu'en F1, juste nous. Et donc c'est un concours de circonstances, de rencontres, de bonnes personnes au bon moment et tout ça. On en a rencontré, on en a plein qui nous ont aidés, mais on n'a pas réussi à tout mettre bout à bout pour la F1. Après, on a réussi à mettre tout bout à bout pour faire du DTM à cette époque-là, et pour passer des années extraordinaires en Allemagne. Donc à 20 ans, tu deviens professionnel, tu es payé pour rouler jusqu'à tes 25 ans. Ouais. C'est 5 années incroyables, ou tu dirais que c'est plus mitigé que ça, il y a eu du blanc et du noir? Alors c'est 5 années incroyables professionnellement, parce que tu vis ton rêve, t'es un gosse qui payé pour rouler, qui fait des bons résultats, qui est considéré et tout ça. Après tu es fait face quand même à des réalités qui sont un peu différentes. Le DTM était quand même un milieu assez compliqué, très politique, seul français dans le championnat. Je parlais pas la langue, j'étais quand même jeune, mon papa était malade à cette époque-là, donc il avait pris un peu de recul par rapport à ma carrière. J'étais assez seul en fait, et je me reposais que sur mes qualités sportives, et il en fallait un peu plus que ça pour pouvoir mener à bien le projet DTM. Il aurait fallu être en politique bien meilleur. T'as eu le soutien de personne justement pour comprendre ces enjeux, enfin comprendre et être bon dans ces enjeux politiques? J'ai des gens qui ont tenté de me soutenir à cette époque-là, et j'ai pas compris pourquoi. Donc c'est des petites erreurs en fait de jeunesse, mais qui avec le recul, c'est difficile de savoir. Tu peux pas, tu crois. Enfin, le premier test que j'ai fait quand on m'a signé avec Audi, quand le docteur Ulrich m'a dit, après les nombreuses sélections, où j'étais sélectionné contre Müller, Rast et tout ça, 18 pilotes, Bortolotti, enfin tous ces mecs-là, qui sont tous professionnels aujourd'hui, on a été sur 2 jours sélectionnés. Et le docteur Ulrich m'appelle, m'envoie une semaine après pour les tests officiels avec la nouvelle voiture, avec laquelle tous les pilotes avaient fait tout l'hiver. Moi, j'avais jamais roulé avec celle-là. Et j'arrive au test et je fais le meilleur temps des 8. À 19 ans, je me dis,
je sors de la monoplace, je me dis sportivement je vais y arriver quoi. J'ai pas besoin de l'aide de personne, je vais faire mon boulot, me concentrer sur le sportif et ils vont me soutenir. Alors oui, ça peut marcher, mais il faut vraiment que tout s'aligne. Et le problème c'est que tout s'aligne jamais tout le temps. Et quand tout s'aligne pas, il faut à ce moment-là que tu sois fort politiquement pour ruser, pour t'en sortir, parce que 8 voitures pareilles, ça existe pas quoi. Ça reste de la mécanique et il faut pouvoir avoir le bon splitter, donc l'aileron avant en touring car au bon moment, le bon soutien au bon moment. Quand il y a un choix à faire entre pilote A, pilote B, il faut que ça soit toi qu'on préfère si c'est à égalité. Voilà. Maintenant, aujourd'hui avec le recul et ce qu'on m'a expliqué après, en fait, j'avais pas les armes pour aller gagner le championnat. Sauf peut-être quand tout était en 2014, quand j'ai commencé par une pole, première course de la saison et que tout s'enchaînait bien. Là, je forçais un peu le destin en fait. Et puis au moment donné où il y a eu un petit pas de travers, j'ai plus eu le soutien, donc je suis rentré dans le lot quoi. Donc voilà, c'était le DTM dans les vraies belles années quand même, avec un niveau de professionnalisme et aussi d'apport financier du constructeur digne de la F1, donc avec au niveau ingénierie, au niveau apprentissage, bagage de pilote, c'était formateur à 2000%, et au niveau aussi curseur, parce que c'est des années où on avait du coup 24 pilotes de très très haut niveau, un Ocon qui est arrivé chez Mercedes l'année d'avant la F1, et il a pas fait mieux que 16 ou 17 sur la grille quoi. Donc c'est un Coulthard à l'époque, il qualifiait 20 et 22 avec David, on rigolait avant toutes les débuts de course, il en pouvait plus quoi. Donc c'était vraiment un championnat de malade, que des pilotes payés, le seul championnat où tous les pilotes étaient payés et choisis pour des qualités sportives à 100% quoi. Donc forcément formateur de ce point de vue-là de ton curseur sportif et d'engagement, de commitment et tout ça. Donc ça je peux pas revenir en arrière là-dessus, et je peux pas ne pas aimer cette période-là qui est à la fin, quand tu réfléchis, très très formatrice, même si très difficile. Ouais, on peut mettre ça sur le compte un peu d'une naïveté où tu disais, étant jeune, juste le côté sportif. Oui, en fait, tu arrives dans le monde du business, en gros. C'est même plus c'est du sport, mais du sport aussi business. On est tous payés par le même constructeur, on est 8 pilotes. Il y a pas de championnat où t'as 7 coéquipiers. Je fais le parallèle avec la F1. Ton coéquipier, il est forcément de temps en temps malade. Il est forcément de temps en temps un peu moins bien. Là, t'en as toujours un qui est bien. Hein. Sur les 8, pour aller les battre les 7 tout le temps, c'est chaud quoi. Et puis c'est que des mecs qui auraient eu leur place en F1. Il y en a pas un qui aurait pas pu rouler en F1. Donc vraiment des années très formatrices et qui malheureusement, moi en tant que Français, m'ont un peu mis à l'écart du reste du sport auto, parce que très spécialisé, mais qui sont des années incroyables où j'ai aussi rencontré des mecs incroyables. Puis il y avait des à côté assez extraordinaires, parce que je crois savoir qu'à ce moment-là, donc t'es super jeune. Ta voiture de fonction, c'est quoi? C'est une Audi RS6, une Audi R8? Ouais, j'ai un peu tout essayé chez Audi. Ouais, j'ai eu une R8 de fonction et il y a une année où j'avais une R8 et un SQ5. J'avais 23 ans. Ouais. Donc ça devient un peu le bordel dans ta tête, parce que il y a quelques années avant, mais pas vraiment, parce que alors. Non, au contraire en fait, c'est que ces choses-là me rendent même pas heureux. Ce que j'allais dire, est-ce que t'étais vraiment heureux durant cette période? Non, parce que moi, ce qui m'importe, c'était le caractère sportif de la chose, de la compétition. Je suis un passionné de compétition, et de pas pouvoir me battre avec les mêmes armes que les autres, ou de pas comprendre pourquoi j'y arrive pas, pour un sportif, c'est là que tu perds un peu pied, tu vois. C'est là que tu commences à douter de toi, et que c'est dur. C'est ces moments-là durs. Et alors tout le reste, gagner de l'argent, avoir des voitures ça tu t'en fous complet. Moi, si à l'époque en 2015 on m'avait dit tu divises par 5 ton salaire et tu peux te battre pour le podium tout le temps, toutes les courses, direct je signe. Honnêtement, moi ce que je veux et ce que je voulais, c'était pouvoir être autonome financièrement et faire ma passion, mon métier. Je m'en fous de gagner plus. Je veux juste pouvoir vivre et faire ma passion. Et en vérité, en fait, t'as des rêves de jeune, et puis au début, tu gagnes de l'argent, c'est marrant. Donc tu évolues là-dedans, t'en veux un peu plus, et puis tu te rends très vite compte que en fait, ça sert à rien quoi. L'argent, c'est un vecteur de liberté. Si t'as un minimum de liberté, ça va bien. Et après, si tu peux t'épanouir dans ton sport et ta compétition, c'est le plus important.
Audi, ça se termine parce qu'il y a ce fameux Dieselgate, en partie. Donc, pour rappel, pour les auditeurs, c'est cette fameuse, on va dire, triche aux émissions de CO2 qui a fait grand bruit. Donc là, tu te retrouves un peu sans rien. Tu sais quoi, on te propose de la GT, tu refuses, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, très très tard, saison 2016, en décembre, en gros, Audi décide de s'arrêter au niveau 24 heures du Mans, donc du coup, et réduire de 2 voitures en DTM. Du coup, se retrouve avec tous les pilotes du Mans à replacer en DTM. Éventuellement les pilotes de DTM à replacer en GT3. J'avais encore un contrat pour l'année d'après. Donc, j'avais 6 ans en fait de contrat avec Audi. Et en gros, on me propose de faire du GT. On essaye de renégocier un peu mon contrat. Et en fait, ça faisait 2 ans que j'étais un peu dans comment dire, j'étais en désamour. La relation d'amour avec Audi était finie parce que je comprenais pas ce qui se passait derrière politiquement et tout ça. Le docteur Ulrich était plus là, c'est lui qui m'avait choisi. Du coup voilà, c'est en fait la relation, il y avait plus l'étincelle et moins de repères, et moins de repères, plus l'étincelle et plus vraiment l'envie de continuer et un ras-le-bol de pas pouvoir m'épanouir en fait dans mon métier. J'avais plus l'impression de faire mon métier passion. Et j'en avais un peu ras-le-bol de la politique du DTM en vrai. Et donc quand ça s'est arrêté, j'étais content de faire un break de tout ça parce que en fait j'apparentais presque le sport auto au DTM, parce que quand on se retrouve en DTM pendant des années, on mange DTM allemand toute la journée. J'ai rien contre les Allemands, au contraire, mais on devient on est sous cette emprise là, on pense que le sport auto c'est le DTM et du coup on est un peu dégoûté. Donc t'es formaté complet, formaté et donc du coup là quelque part je m'arrête et je suis presque soulagé qu'on me dise que ça s'arrête. Donc je prends une année sans rien et je m'imagine à ce moment-là qu'on va m'appeler pour autre chose quoi. Et ça se passe pas. Non, ça se passe pas parce que encore une fois DTM assez même si très considéré dans le monde du sport automobile et par les spécialistes, on a tendance à t'oublier. Moi, j'avais fait de ça mon focus pendant des années. J'avais refusé un peu tout le reste et donc du jour au lendemain en fait si tu bosses pas et moi j'étais pas prêt à bosser à ce moment-là, j'avais besoin de souffler. Si tu fais pas des coups de téléphone, j'avais pas de manager, donc j'ai pas de manager et sur toutes ces années-là, j'en ai pas eu besoin parce que j'étais en lien direct avec un constructeur et il y avait pas de problème. Et en fait, si tu te fais oublier dans ce milieu, c'est tellement un milieu où les mecs sont prêts à payer pour faire ton boulot que si on pense pas à toi, on pense pas à toi. Donc il faut toujours être là. Voilà, pour choper des nouvelles opportunités. Donc au bout de 6 mois, je me dis quand même ça commence à me manquer. Au début, ça me manquait pas du tout. C'est quand même ce que je sais faire, c'est quand même ce qui me manque là, voilà et peut-être que je me suis trompé de fautif en fait. Peut-être que le sport auto c'est pas ça et que c'est pas que le DTM. Donc je me remets à rechercher des piges à droite à gauche et doucement en fait sur les quelques temps qui ont suivi, je relance ma carrière à ce moment-là. Donc tu commences à coacher aussi des personnes? Ouais, oui, obligé pour réintégrer un peu le milieu, je suis obligé d'accepter des trucs ou d'accepter de coacher des gentlemen ou des jeunes pilotes qui ceci étant dit, c'est très plaisant et ça m'a aussi apporté une autre vue sur le métier de pilote et sur ce qu'est l'automobile, parce que c'est avant tout un milieu de passionnés. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aux côtés d'un gentleman driver avec qui j'ai partagé du GT4 sur 2 ans, qui s'appelle Cyril Saleil, que je remercie parce que c'est quelque part lui qui m'a permis de rester vivant dans le milieu et un peu sharp. Moi j'avais quand même l'occasion de démontrer sur mes stints que j'étais performant et un peu spécial. Donc voilà, après j'attendais vraiment l'opportunité de remettre un pied dans le vrai contrat pro avec un constructeur et ça a fini par arriver. Est-ce que c'est pas une personne justement qui aurait pu t'aider en DTM qui t'a remis un peu le pied à l'étrier à ce moment-là? Ouais, je l'ai pas nommé avant, mais c'est vrai que c'est clairement Mathias Ekström qui m'a permis de remettre le pied dedans à l'aube de la saison dernière en fait, et m'a appelé parce que avec Cupra il cherchait des pilotes dans le team qu'il lui a eu en exécution chez EKS
pour l'épauler et pour lui. Il avait gagné la première année du pur ITCR, mais là c'était la première année de la Coupe du Monde de TCR. Et donc il est venu me chercher. Il m'a demandé est-ce que là tu serais prêt à accepter mon aide et mon petit coup de pouce. Et j'ai dit oui, bien sûr. J'avais des frissons parce que à l'époque il avait voulu m'aider. J'avais dit non, mais j'ai pas besoin tant que t'as pas payé ta retraite. Et en fait on a développé une histoire de fou avec Mathias. C'est une vraie amitié, une vraie relation de confiance. Et aujourd'hui c'est grâce à lui tout ce qui s'est passé cette année, l'année dernière. Et je en serai toujours reconnaissant. Et voilà, on se parle 3 fois par semaine, quoi. Donc ton premier titre de champion du monde. Ouais, quelque chose d'assez incroyable parce que quelque part quand on essaye de se faire un prénom dans le milieu, même si c'était le cas, il faut mettre du noir sur du blanc. Et quelque part un titre de champion du monde, c'est ce que mon père avait jamais réussi à faire, même s'il a fait de la Formule 1 et gagné des courses en F1, il n'a pas été champion du monde. Là c'est un titre FIA, et je me suis battu contre Mathias, contre Tom Blomqvist qui a gagné les 24 heures de Daytona 2 fois, qui est en pleine forme, contre des mecs, contre le champion du monde WTCR Ascona. Voilà, moi je suis arrivé dedans, je connaissais pas le touring car dans ce mode-là, je connaissais le DTM, mais ça c'est quand même pas pareil. Je connaissais pas la voiture et tout ça, et en faisant l'éponge auprès de Mathias, avec mon envie et ces années où j'ai passé du temps à ruminer quand même, j'ai réussi à pas faire d'erreur et du début à la fin à scorer des points et à être performant et aller gagner ce titre mondial. Donc c'est quand même cool parce que c'est quelque chose que personne peut t'enlever, quoi. T'as été champion du monde et voilà. Alors après maintenant il va falloir capitaliser et voir ce qui arrive dans ma carrière, mais c'est dans tous les cas pris et c'est plus à prendre, quoi. Donc t'as été le premier champion du monde de TCR. TCR pour nos auditeurs, c'est en gros des voitures de tourisme électriques. Ouais. Donc on pourrait comparer ça à notre fameux champion de voiture de tourisme, Yvan Muller, bien sûr. En gros, ce serait l'équivalent d'un électrique. Modèle. Ouais, exactement. C'est l'équivalent. En fait, maintenant, ça s'appelait le WTCR au niveau, j'allais dire combustion engine, voiture thermique. Moteur thermique. Merci. Ouais. Là, c'est l'équivalent électrique, donc un peu comme la Formule E l'est par rapport à la F1, même s'il n'y a pas de parallèle à faire, mais voilà, c'est un championnat. C'était un championnat 100% électrique sur plus un concept de course courte, mais plusieurs courses dans le week-end avec un format un peu spécial, tous départ en ligne et tout ça, un power-up à utiliser pendant 40 secondes dans la course, assez tourné vidéo game jeune génération, et ça fonctionnait assez bien avec 3 constructeurs, Hyundai, Alfa Romeo et Cupra. Voilà, c'était assez compliqué parce que c'était des voitures quand même qui étaient très puissantes, 500 kilowatts, donc presque 700 chevaux. C'est monstrueux. Qui pèsent, donc presque 1700 kilos. Pour des voitures de course, c'est beaucoup. Des pneus de route comme la Formule E, pas des pneus slick, donc très peu d'adhérence au niveau du freinage et dans les virages. Pas d'ABS, aucune assistance. Et pas de engine braking, donc pas de frein moteur. Dès que tu freines, t'es comme au neutre, pas de récupération d'énergie. Donc en fait, pour un pilote, très peu de roulage aussi, parce que je passe les détails, mais un peu de surchauffe en essai libre, donc pas forcément l'occasion de faire des tours et des tours. Et donc forcément, pour un pilote, ça fait appel à tes facultés d'adaptation et de rapidité et de mise en action. Et moi, ça m'a très bien convenu, quoi. Il faut délivrer très très rapidement et t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Ouais, c'est un peu comme le trophée Andros, tu roules très peu et il faut direct être perfo, un peu comme le rallycross aussi. Et puis ouais, en fait c'est une voiture où il faut s'engager. Parce que sinon t'es facilement à 1 seconde de ce que tu peux faire sans t'engager en étant coulé, parce qu'il faut aller prendre le risque au niveau du frein, quitte à bloquer un peu les roues, et par contre dès que tu dépasses la limite, en fait la fenêtre elle est très petite. Dès que tu dépasses la limite, tu fais une erreur qui te fait aller tout droit et c'est fini, ton tour qualif en fait c'est sur un tour, c'est mort, quoi. Donc très peu de droit à l'erreur, beaucoup de stress dans le week-end, et en fait un week-end très long avec des stress très fort de manière répétée. Donc j'avoue que l'estomac au bout du week-end était un peu en vrac. Enfin, t'as quand même gagné 5 des 6 super finales, notamment une
je pense qu'il t'a particulièrement marqué à Pau. Ouais. Pourquoi à Pau ça t'a particulièrement marqué? Bah parce que alors pour plusieurs raisons. Déjà c'était la première de l'année en France. Avec tout ce que j'ai expliqué avant, un retour à la compétition en tant que pro chez un constructeur, avec l'histoire avec Mathias et tout ça, donc pas mal d'émotions. Et puis aussi parce que mon papa, comme tout papa, m'a beaucoup donné de conseils toute ma vie, en tant que pilote, en tant qu'homme. Mais souvent les conseils, on les écoute et puis voilà, ils sont tous très importants. Mais ils sont un peu lambda et sur Pau, c'est un des circuits qui a jamais pas vraiment changé sur les années, où il y a quelques tips qui sont très importants et qui te font partir avec un avantage en fait. Et en fait à la fin de la course, j'ai gagné. Au début on pense pas à tout ça et interview d'après course une demi-heure après, j'ai une pensée pour mon père directement et je fonds en larmes en fait parce que tout me remonte et je réalise que c'est grâce à lui quelque part, même si c'est moi qui ai délivré. C'est grâce à son conseil sur ce circuit-là que je gagne là, et puis dans l'état de santé dans lequel il était à l'époque, tout remonte et j'ai été incapable de donner cette interview sans pleurer quoi. Pour moi qui suis quelqu'un qui arrive à occulter dans ma vie, c'était assez surprenant et ça montre que voilà, toutes les émotions enfouies, même si tu occultes, elles sont quand même là quoi. Parce que justement, ton père a été atteint de la maladie de Parkinson. Je crois que ça s'est déclenché à la suite d'un accident de scooter que vous avez eu tous les deux en 2009, c'est ça? Ouais, j'étais en F3, donc souvent Parkinson peut se déclencher après un petit trauma. Là, c'était pas grand-chose, c'était un petit accident de scooter, un mec qui met le clignotant au mauvais endroit, puis on se retrouve tous les deux par terre. C'était même moi qui avais plus mal que lui parce qu'il m'était tombé dessus. Mais en fait, ça lui a déclenché un petit problème à la hanche, des crampes, un peu des impatiences à la hanche et tout. Au début, on s'est dit que c'était dû à l'accident et tout ça. Et en fait, quelques mois après, on a découvert que ça avait déclenché sa maladie de Parkinson, qu'il aurait dans tous les cas eu plus tard, mais voilà, ça a été le moment où il a commencé à être atteint des symptômes. 2009, donc j'étais en F3, l'année où j'ai eu mon accident aussi, et voilà, à partir de là, il a commencé à se battre contre cette maladie sournoise. Est-ce que tu dirais que c'est aussi lié à ce métier, parce que je pense à d'autres pilotes qui sont atteints de cette maladie. Est-ce qu'il y aurait pas un lien de cause à effet entre aussi tous les chocs qu'ils peuvent prendre dans leur carrière? C'est encore le cas maintenant, mais on sait que la sécurité évolue. Ouais. Bah, c'est forcément lié. On peut penser aux boxeurs aussi. Je veux dire, c'est voilà, au football américain, c'est le centre névralgique du corps, la tête. Quand tu prends des chocs à répétition ou pas, forcément t'atteins le système nerveux d'une manière ou d'une autre. Après, savoir si sans sa carrière il aurait eu du Parkinson, il y a aussi des gens qui n'ont pas de carrière de sportifs qui ont Parkinson. Donc je sais pas, mais dans tous les cas, il a eu tellement une belle carrière, tellement rien à regretter que voilà, c'est anecdotique quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a forcément, je pense, un facteur aggravant là-dedans. Ouais. Donc il a subi quelques opérations pour, j'imagine, réduire les symptômes. Ouais. Une opération où on te met en fait une électrode dans le cerveau. Très peu de cas parkinsoniens peuvent être tu opères pas de la maladie de Parkinson, mais disons tu mets cette électrode pour réduire les symptômes et vivre mieux. Donc ça c'était en 2013 je crois, ou 2014, et de là il a quand même réussi à passer pas mal d'années où il n'était pas handicapé dans sa vie de tous les jours, et à récupérer une belle autonomie. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est grâce à Hugues de Schonac qu'il a fait cette opération à Grenoble, sur les bons conseils d'Hugues, qui m'avait appelé moi pour qu'on gère la situation. Voilà. Quand on a commencé à parler, c'était je crois en novembre, quelque chose comme ça, quand on préparait cet épisode. Donc ton père était toujours là, parce qu'il est parti début décembre. Et tu me disais qu'en fait, ce qui était dur, c'était d'avoir un père avec qui tu partages une passion, mais en même temps qui est là sans être là, parce que tu peux pas vraiment partager, par exemple, ton titre de champion du monde. Comment t'as vécu toute cette période justement de 2009 à maintenant?
jusqu'à son décès. Ouais, assez compliqué parce que je l'ai dit tout à l'heure, le mot qui me vient à l'esprit c'est sournoise, c'est une maladie sournoise en fait qui te fait au fur et à mesure un peu perdre ton papa, même s'il est là. Surtout dans mon cas, mon exemple, mon héros, mon coach, voilà, ce qui nous liait vraiment plus que tout, même si c'était le lien filial, c'est le sport auto aussi. C'était notre sujet quand même de discussion numéro 1. Et en fait, même si ça se passe pas du jour au lendemain, tu comprends assez vite que tu peux plus partager autant qu'avant. T'as plus les conseils d'avant parce que il y a surtout après l'opération en fait. Je pense que ça doit appuyer sur certaines zones du cortex où en fait il y a plus cette cohérence qu'il y avait avant, surtout que je pars d'un niveau mon papa à mes yeux, mais je pense aux yeux de pas mal de gens, était quelqu'un de très sharp et en fait toi le connaissant vraiment dès qu'il te parle ou tu parles de ces sujets-là où vous aviez des discussions assez élevées, ça te rend dépressif parce que tu dis mince, c'est pas possible quoi. Il est là, il a l'air plutôt bien, quelqu'un qui connaissait pas dirait bon ça va, c'est juste un vieux monsieur, il a pris un coup mais ça va. Mais en fait non, parce que cérébralement il y avait plus ces échanges là, et pour moi encore une fois en tant que fils qui avait mon papa comme exemple dans mon sport et dans mon métier, c'était très dur d'évoluer, de le voir comme ça à ses côtés. Donc voilà, après chacun fait avec ses armes. Moi, il fallait que j'occulte beaucoup pour pouvoir rester performant dans ma vie et heureux professionnel et heureux dans ma vie personnelle. Donc un peu une période compliquée aussi parce que sournoise, parce que lente et sur les dernières années assez compliquée. Maintenant voilà, c'est quelque part aujourd'hui un soulagement parce que il souffre plus physiquement et mentalement, et surtout moi en tant qu'homme, je peux l'avoir tous les jours avec moi. C'est-à-dire que je peux penser à lui sans souffrir. Aujourd'hui, je pense à lui grâce au fait que j'ai occulté plein de choses. Je pense que aux bons souvenirs et je peux l'avoir avec moi la majorité du temps, quoi. Alors que sur les dernières années, pour me protéger, j'ai été obligé d'occulter, quoi. Pour pas remettre en cause tout l'apprentissage que tu avais eu par rapport à lui sur toutes les valeurs et le sport auto aussi, j'imagine. Ouais, exactement. Et puis j'en avais eu tellement quand même des conseils que je suis pas heureusement hein, j'ai commencé le kart, j'avais 5-6 ans sur 15 avant qu'il tombe malade, avant que ça commence à déprécier, parce que ça a pas déprécié en 2009, mais en 2014, 2015 ça commençait déjà. J'ai quand même eu un père qui sur le plan professionnel, sportif et tout ça, a été le meilleur coach que tu puisses avoir. Donc j'ai été très chanceux de l'avoir là, et j'avais envie de garder aussi je pense inconsciemment ce souvenir là et que les bons trucs. Donc forcément à un moment donné tu t'es obligé d'occulter, quoi. Puis c'est ce que tu m'expliquais aussi quand on s'était eu au téléphone en novembre, c'est que tu t'avais un peu bloqué la communication par rapport à ça. Peu de gens savaient à quel point il était mal en point à ce moment-là. Je crois qu'il enchaînait aussi un coronavirus, un staphylocoque, enfin bref, c'était un enchaînement. Et là, on sent dans ta parole que effectivement c'est, je vais pas dire que c'est une bonne chose, mais il y a un chapitre qui s'est retourné, quoi. Ouais, mais enfin, personne n'a envie de voir son père mal en point, et surtout son père pas heureux, et après mon père était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Donc c'était dur de savoir s'il en souffrait, mais sur les derniers moments, en fait, sur les derniers mois, j'ai compris que oui, il en souffrait aussi mentalement. Donc c'était dur sur les dernières années d'avoir des moments de partage positifs, en fait. Et donc on se dit mais à quoi bon, quoi. Pas refaire l'histoire, mais parfois quand on perd des êtres un peu plus tôt au sommet de leur gloire, oui, il y a un manque soudain, un choc, mais la souffrance, elle finit par je sais pas, hein, je me mets pas mais là c'est quand même sournois. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. C'est sur les années, c'est lent, c'est sournois, quoi, cette douleur. Et puis mais encore une fois là, pour moi
j'ai vécu la chose plutôt de manière positive, et puis j'ai aussi l'arrivée d'une petite fille dans ma vie, donc il y a tout qui voilà, c'est peut-être la seule chose qui m'attriste un peu, c'est qu'il ait pas vraiment eu le temps de connaître sa petite fille, quoi. Mais sinon le reste c'est la vie, et puis ça fait un moment que je vis avec, voilà. Ouais, donc t'es devenu papa il y a quelques mois. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à son rapport au risque, notamment quand on est pilote? Alors par rapport au risque qu'on prend dans la vie de tous les jours, oui. Avec son scooter, il y a plein de questions qu'on se posait pas du tout avant. C'est des questions de Parisiens, ça, ouais. Au final. Il y a plein de questions qu'on se posait pas avant et qu'on se pose un peu maintenant. Par contre, à partir du moment où tu mets un casque, là, comme tous les pilotes, tu deviens un peu limite. Donc voilà, non, t'oublies tout quand t'as un casque, et d'un point de vue sportif, ça change rien. Mais c'est sûr que ça te fait penser à la vie de manière complètement différente, et c'est un step qu'il faut vivre pour comprendre, en fait. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quoi un peu ton avenir maintenant là? Donc il y a ce titre de champion du monde. Comment tu vois l'évolution? Forcément, on continue dans le sport auto. Je sais que maintenant t'es consultant pour Canal+. Ouais, alors quelques piges avec Canal cette année. J'avais travaillé avec eux là, il y a assez longtemps sur du GP2 et tout ça, aux commentaires. J'avais pris la suite de mon père chez RMC à l'époque, pendant 3 saisons de F1. Donc de ce côté-là, c'est aussi un aspect du métier que j'aime bien, que j'apprécie. Donc on va voir comment ça se passe avec Canal. Ce sera que quelques moments dans la saison, parce que je garde quand même mon focus sur le sportif. Je peux malheureusement pas encore annoncer exactement ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que je vais rester avec Cupra, et je fais partie de la famille maintenant, et je pense que j'ai rencontré une famille avec qui je peux penser moyen terme, long terme. Et ça fait du bien, et voilà. Mais il y a plein de belles choses qui vont arriver. J'ai 31 ans, 32 ans dans quelques jours, et je pense que j'ai quelques années maintenant avec toute mon expérience et disons ma physionomie de carrière, qui font qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus complet qu'il y a quelques années, et j'ai toujours ma vitesse, donc voilà, j'espère encore avoir des belles victoires devant moi. Et justement, pour finir un petit peu cet épisode, à part te souhaiter un joyeux anniversaire un petit peu en avance, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Me souhaiter de continuer à être heureux dans ma vie, et je crois que c'est ce qui fait que tu performes aussi dans ton métier, quand t'es heureux en dehors de la voiture. Voilà, j'ai aussi rencontré il y a quelque temps ma compagne, et voilà, on forme une famille, et c'est quelque chose quand même de moi, quelque part. Voilà, j'ai eu des parents séparés, mais toujours très proches l'un de l'autre. Mais quelque part, le fait de aujourd'hui construire sa famille, ça rend heureux, et je pense que c'est le focus principal. Donc voilà, la santé, rester heureux, et puis un bon volant et des victoires quand même. Ouais. Merci Adrien pour ce moment, Yann. parce que on a galéré un petit peu à réussir à trouver le créneau, mais au final je pense que ça devait se faire comme ça, tu vois. Je suis pas fataliste, mais je me dis que le timing finalement devait être celui-là. Ouais, mais de toute façon on s'est bien entendu dès le début, donc je me suis dit, dans tous les cas ça se fera à un moment, donc non, c'est exactement. C'est... Et donc là c'était dans une petite zone confortable chez toi, et c'était juste parfait. Merci Yann. J'espère te voir sur une course très prochainement. Avec plaisir. Ce serait vraiment cool. Ouais. À bientôt Adrien. Salut. Ciao. Ciao.